Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, j'ai le plaisir de passer après que le contexte soit posé. J'espère que je ne vais pas aussi plomber l'assistance. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles à vous annoncer dans ma présentation aussi, et sur les enjeux de la transition énergétique et environnementale du domaine bâti. Donc, on va rentrer dans le concret. Alors, si on peut passer... Voilà. Alors le programme que je vous propose, c'est une petite partie d'introduction, le contexte énergétique et climatique du domaine bâti, donc on va vraiment focuser sur l'immobilier principalement direct, la réalité du parc immobilier suisse, le cas du monde pratique, et puis on a l'avantage d'avoir ces messieurs avec nous de la foncière, et puis une convention d'objectifs qu'on a pu mettre en place avec l'Office cantonal de l'énergie, les besoins de ressources pour la transition et puis les risques et impacts pour l'industrie immobilière en général. Alors, pour lutter contre l'éco-anxiété, parce que vous avez vu que les limites planétaires sont largement dépassées, etc., nous, on a eu l'avantage d'être dans l'action, et donc c'est pour ça qu'on est un peu moins éco-anxieux, on va dire. Donc on a l'avantage d'avoir créé en 2008 cette société. Donc on a créé 56 emplois sur ces nouveaux métiers de la transition énergétique. On est basé à Genève, Vaud-Vallée. Et puis nos publics cibles, c'est vraiment tous les acteurs qui sont soit en direct ou en indirect avec les propriétaires. Donc 25 régies, 75 propriétaires, caisses de pension, fonds, collectivités. Et pour leur faire leur feuille de route de décarbonation des bâtiments, avec près de 12 000 immeubles qui utilisent ce type d'outils, de méthodologie. Et puis l'avantage qu'on a, alors j'étais bien content sur l'introduction sur le greenwashing, c'est que nos données sont mesurées, c'est des vraies données mesurées à travers un schéma de comptage, des clés répartition. Et tout le processus a été validé par PwC, on est ISAE 3402, ça veut dire que les indicateurs qu'on donne, ils sont pesés avec les bonnes balances, même si on produit plein d'indicateurs, au moins on peut comparer les bâtiments en termes de performance énergétique et environnementale. Alors, les deux grands défis majeurs de la transition énergétique du domaine bâti, évidemment, c'est le changement climatique, ça pèse quand même près de 30% du bilan carbone en Suisse. Et puis, sur la partie énergie, c'est 44% de l'énergie primaire, dont 90% à base d'énergie fossile, gaz, mazout, et uniquement pour le chauffage et l'eau chaude des bâtiments. Donc, vous voyez un peu le terrain de jeu et les deux grands défis des bâtiments. Alors aujourd'hui, on a une stratégie claire, donc des objectifs clairs, mais le plan, vous allez voir, il n'est pas aussi clair que ça, de la stratégie climatique à long terme de la Suisse. Donc on doit atteindre un net zéro carbone d'ici 2050. Ça, c'est sur l'aspect climat. Et puis une notion de partage avec une société à 2000 watts et la sortie progressive du nucléaire, bien qu'il y aura certainement un grand débat là-dessus pour couvrir les besoins. Le petit graphique que je vous ai mis là, il est intéressant parce que, en fait, le net zéro, même si on parle en termes de scope 1, c'est-à-dire les émissions directes de chaufferie, gaz, mazout, voire de pelés ou autres sur les bâtiments, il restera, après avoir pris des mesures de réduction et d'émissions, un résiduel. Et là aussi, c'est un nouveau marché qui va s'ouvrir, dont on ne connaît même pas les technologies encore, c'est ce qu'on appelle des émissions négatives. En 2050, il restera toujours 0,4 millions de tonnes de résiduels pour le domaine bâti, peut-être pour les bâtiments protégés ou autres, où on n'aura pas su décarboner. Et donc, il va falloir acheter et donc produire des émissions négatives, récupérer du CO2, le compresser, l'enfouir, laver l'air avec le CO2. Donc là, il y aura certainement un nouveau marché qui va se monter sur les émissions négatives. Alors, le contexte politico-législatif, il est aussi contraint sur ces deux axes. Sur le climat, on a voté la loi sur le climat et l'innovation, donc on doit réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre de 82% d'ici 2040 et de 100% d'ici 2050, toujours en scope 1. Bientôt, et dans toute, on appelle ça le modèle de prescription énergétique des cantons, vous savez que c'est les cantons qui édictent le bien construire et bien rénover en Suisse. Eh bien, il y a des cantons précurseurs et d'autres pas, mais le mot d'ordre, c'est plus chauffer, évidemment, au fossile avec le gaz mazout. D'ici 2050, quoi qu'il en soit au niveau national, Bâle-Ville, Glaris, Zurich interdit maintenant le renouvellement
de chauffage gaz mazout depuis 2022. À Genève, on doit être 100% renouvelable si techniquement, économiquement, c'est rentable. Et sur le canton de Vaud, avec la nouvelle loi en consultation, alors là, ils ont mis le turbo. Si renouvellement de chauffage, eh bien, c'est soumis à autorisation. Et en tout cas, maximum 15 ans après la promulgation de la loi, c'est-à-dire à peu près en 2040, on n'aura plus le droit d'avoir de chaudière gaz mazout sur le territoire vaudois. Ensuite, on a là plutôt des plans directeurs, donc c'est plutôt les conseils d'État, les villes, les communes qui ont voté l'urgence climatique. Et le mot d'ordre, c'est toujours d'accélérer le taux de rénovation. Aujourd'hui, on rénove à peu près 1% année après année le parc immobilier. On doit passer à 2,5% d'ici 2030 et 4% d'ici 2050. Donc là, déjà, l'immobilier est en marche sur la rénovation, mais donc on doit vraiment accélérer. Le contexte des aides et des subventions est encore favorable, parce que normalement, tout ce qui est dans la loi ne devrait plus être subventionné, mais vu qu'aujourd'hui, on va continuer à financer, en tout cas pendant toute la transition. On a eu une révision, peut-être pas beaucoup de personnes le connaissent, mais la révision du droit du bail en 2020 qui permet de faire des contrats de performance énergétique avec des tiers investisseurs contracteurs. Donc il y a plein d'opérateurs qui vous disent je vous change votre chaudière par une pompe à chaleur, du solaire photovoltaïque, des prises électriques en sous-sol. Et tout ça, on peut les prendre et les rapporter en francs par kilowattheure ou en francs par usage et les mettre sur les frais accessoires. Donc c'est l'usager qui les paye sur les décomptes de charges et sur les frais accessoires. Là, on a enfin une réconciliation entre la finance durable avec Pacta et l'immobilier durable et cette vision élargie ESG. Alors au moins, ça donne une conscience sur l'environnemental, le social, la gouvernance. C'est surtout pour une prise de conscience. Aujourd'hui, sur la taxe sur le CO2, 120 francs la tonne, on a toujours les 450 millions du programme bâtiment qui va s'arrêter en 2024. Et avec la loi climat, on va avoir 2,8 milliards, c'est-à-dire 560 millions entre 2025 et 2030. Et puis après, on verra, est-ce que ça sera suffisant? Ça sera dans la deuxième partie de mon intervention. Plus des subventions pour le photovoltaïque en subvention unique. On a encore un contexte favorable sur la fiscalité. Vous avez parlé tout à l'heure de l'impôt immobilier complémentaire à Genève si on est en HPE, THPE, mais aussi pour un propriétaire privé, on peut faire un abattement fiscal, alors 2 ans au niveau fédéral et sur certains cantons 3 ans sur les travaux à plus-value, donc les travaux énergétiques. Et donc la fiscalité est un grand bras de levier, en plus de 8 à 13% de subventions pour réaliser les travaux énergétiques. Et donc on a encore ce contexte de soutien. Et bien sûr, on incite tout le monde à faire des évaluations, des audits énergétiques, donner des feuilles de route pour chacun des bâtiments. Alors, compte tenu de tout ça, voilà la réalité du parc immobilier. Alors, on a pris un échantillon de 8 000 immeubles sur nos 12 000 en 2021. Chaque petite bulle, c'est la taille de surface de référence énergétique. Et puis, vous voyez le drapeau suisse, qui est la moyenne suisse. Sur l'as des X, c'est l'indice de dépense de chaleur, c'est-à-dire chauffage et eau chaude. Et sur l'as des Y, c'est les kilos de CO2 par mètre carré en scope 2, c'est-à-dire émissions directes et indirectes, qui inclut aussi le chauffage à distance et l'électricité des communs d'immeubles. Et on voit, on est à peu près à 25 kg de CO2 et 450 mégajoules en moyenne en Suisse. L'objectif 2030, c'est de faire rentrer toutes ces petites bulles dans le rectangle orange en 2030. D'accord? Et l'objectif 2050, c'est faire rentrer toutes ces petites bulles dans le petit rectangle vert. Donc ça veut dire moins 50% sur la demande de chaleur et moins 83% sur le CO2. Alors je suis content parce qu'après, il y aura un architecte qui passera après nous qui montrera que, évidemment, on y arrive, hein, avec un certain nombre de moyens, mais je vais vous montrer qu'à l'échelle du parc, on y arrive aussi. Donc il ne faut pas être effrayé par ça. Alors, quand on est énergéticien, on applique une démarche systématique qu'on appelle une démarche négawatt. D'abord, c'est la réduction des besoins. Donc il faut isoler la sobriété, moins consommer, un haut standard de performance énergétique, donc il faut isoler l'enveloppe. Ensuite, avoir un système de production pour ce qu'il y a à consommer le plus efficace possible. On comprend bien que chauffer une température de flamme dans les chaudières à 1200 degrés pour chauffer un bâtiment à 20 degrés, c'est une hérésie technique.
Donc là, plutôt des systèmes de pompe à chaleur, etc., avec des systèmes de chauffage et ventilation intelligents, efficaces. Une fois qu'on a réduit et qu'on a un système efficace, c'est de produire du renouvelable local quand ça a du sens techniquement et économiquement. Et sinon, c'est l'importer et l'apporter au pied du bâtiment. C'est la notion de chauffage à distance, de réseau électrique pour alimenter les pompes à chaleur et autres. Et quand on applique ces bonnes pratiques, eh bien, je vais vous faire une démonstration sur le cas de la foncière. On a 75 fonds et caisses de pension qui utilisent cette même méthodologie. Mais là, la foncière l'a mise en place depuis un grand nombre d'années et la communique aussi. Et ils m'ont permis de donner les chiffres. Donc un portefeuille de 220 allées d'immeubles, tant de surface de référence énergétique, d'une valeur de 1,8 milliard, avec les étiquettes CO2, énergie, etc. Et sur la base de ce portefeuille, bien, ils ont appliqué cette méthodologie un peu systématique. On les suit depuis 2009, donc les actions d'optimisation et de rénovation partielle ou totale ont porté leurs fruits en 12 ans. Donc par mètre carré, ils ont pu réduire de 40% d'émissions de CO2, 34% sur l'électricité, 22% sur la thermique et 15% sur l'eau. Ils ont mis en place une charte ESG du fonds et une charte ESG pour une centaine de leurs fournisseurs, et puis les best practices pour les locataires, parce que la partie comportementale, elle est aussi très importante. Maintenant, cette stratégie et cette approche opérationnelle, elle consiste à... Et ça, c'est très important, parce que ce n'est pas une stratégie d'évitement, on pourrait le faire avec des types d'actifs, d'actions charbon ou pétrole ou autre. Donc là, la volonté, c'est de conserver et de valoriser le patrimoine, mais de se fixer un taux de décroissance, de décarbonation de près de 2% sur l'indice de dépenses de chaleur et de 3% sur le CO2. D'avoir une stratégie globale environnementale, sociale et gouvernance, et de mettre une démarche d'apprentissage, d'analyse, d'objectifs, de moyens, et puis de validation des résultats. Mais l'approche opérationnelle, elle est très intéressante parce que d'abord, on va gagner les premiers kilowattheures, c'est les quick wins, les optimisations, tout de suite les changements de chaudière gaz-mazout par un autre système si on peut le faire, parce que si on met une PAC, il faut isoler avant, parce que sinon on n'a pas les mêmes niveaux de température. La planification multicritère pour tous les bâtiments de maintenant à 2050, donc ça donne une grande feuille de route, et on met en œuvre, une fois qu'on a trié les immeubles, de 0 à 10 ans, on planifie et on réalise les travaux pour tous les bâtiments qui sont dans ce scope. Alors ça se traduit comment en termes de CAPEX? Donc là, quand je parle d'analyse multicritère, c'est intéressant parce qu'on a une connaissance technique, c'est-à-dire la vétusté, la mise en conformité, besoin de modernisation du bâtiment, qui vont driver un peu les CAPEX, mais ils ont été aussi soumis à des critères financiers. C'est quoi la réserve locative? Qu'est-ce que je vais pouvoir répercuter le partage d'investissement entre les locataires et le propriétaire, la valeur comptable versus la valeur de marché, etc. Ça a permis de retrier le parc. Et en fait, on s'apercevait qu'ils avaient 10 millions en moyenne de CAPEX pour entretenir et rénover le bâtiment, mais ils ont mis un coup de turbo en augmentant de 4,5 millions de maintenant à 2037 les investissements pour la décarbonation. Alors comment ça se traduit? Si on regarde le positionnement et on n'a pris que le cas, les 64 immeubles à Genève, voilà, vous avez le positionnement des bâtiments, les objectifs 2030-2050, la moyenne en orange. Donc ça, c'est la photo en 2022 et l'objectif qui a été tracé, 2% pour l'IDC, 3% sur le CO2 pour atteindre l'objectif 2050. Et quand on simule les gains en énergie et CO2 proportionnels aux CAPEX qui ont été planifiés pour faire cette transition énergétique, voilà la photo en 2030, en moyenne et sur chacun des bâtiments, et voilà la photo en 2050 sur la rénovation. Alors, pas tous les bâtiments vont atteindre l'objectif, mais là, on a pu négocier avec l'administration une convention d'objectifs qui dit que si en moyenne, on arrive à décarboner et à rendre plus efficient en énergie le parc immobilier en moyenne, il y a plein d'individus, bâtiments, qui vont être en mode dérogatoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer bêtement la loi sur chacun des bâtiments, on va donner le choix des armes et de la priorité d'intervention en fonction des moyens, du mode de déploiement, etc. sur les bâtiments.
Et de ça est né, c'est un des premiers fonds qui a signé une convention d'objectifs avec l'Office cantonal de l'énergie. Donc travailler sur la performance moyenne du parc plutôt que sur chaque bâtiment. Par contre, ça nécessite s'engager sur une feuille de route de rénovation avec des dates et des performances et que chaque année, elles soient mesurées et validées, année N+1, pour dire j'ai dit ce que j'allais faire, j'ai fait ce que j'ai dit et je sanctionne par une mesure. Et là, l'État devient facilitateur pour accélérer la transition et la coordination des politiques publiques, le bruit, le territoire, le patrimoine, etc. Alors maintenant, ça c'est le plan. Maintenant, on va discuter de comment on va pouvoir réaliser le plan. Donc, généraliser l'approche. On a 1,7 million de bâtiments en Suisse. On doit passer d'un taux de rénovation de 1 à 2,5 à 4% par année. Aujourd'hui, le marché de la rénovation, il est estimé à 8 milliards par an. On devrait donc passer à 32 milliards par an. On subventionne en gros entre 8 et 13% des coûts des travaux, c'est-à-dire qu'il faudrait 3,2 milliards au lieu des 450 millions qui sont aujourd'hui à notre disposition, voire des 500 millions, des 560 millions. Donc il y a un gap, là aussi, pour aider à cette transition, si on veut toujours subventionner cette transition. Et le plus gros frein, c'est le besoin de main-d'œuvre. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a 120 000 équivalents plein temps qui travaillent dans la rénovation. On devrait passer à 300 000. Donc là, il manque 180 000 travailleurs. Voilà. Donc le message pour les jeunes, on y reviendra aussi, arrêtez d'être youtubeurs, etc., tiktokers. Il y a, soyez entrepreneurs, faites des CFC, plus d'universitaires, et il en faut un peu, mais il nous faut du monde sur les toits. Je fais juste l'anecdote. L'année dernière, Canton de Vaud, 10 ferblantiers couvreurs, alors qu'il en faudrait 100 par année. Ça, c'est la Suisse. Et puis pour Genève, vu qu'on est à Genève, donc il y a 20 000 bâtiments d'habitation administratifs et commerciaux. On devrait passer d'un marché de 200 millions par année à 800 millions par année. Donc ça va créer richesse et emploi. Mais les emplois, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 42 000 personnes qui travaillent dans la rénovation, il en faudrait 80 000. Où est-ce qu'on va les trouver? Alors, je vous pose la question. Alors, les besoins de ressources, évidemment, on doit innover dans le financement adapté aux défis. Alors, quand je parle de ça, vous êtes aussi des financiers. On va voir des fonds de transition qui vont certainement voir le jour, donc pour aider à la transition. On voit que les investisseurs d'impact, et c'est là où c'est assez intéressant quand on parle à des clients qu'on a comme caisse de pension ou autres qui disent je suis prêt à investir dans des portefeuilles comme la foncière qui ont un plan et qui savent où ils veulent aller et qui se donnent les moyens de le faire. Donc là aussi, il y a peut-être aussi des nouveaux modes de financement et d'investissement à mettre en place. Mais c'est surtout assurer les matériaux et les technologies. On en reparlera tout à l'heure. Post-Covid, 40% sur le bois d'augmentation, 50% sur l'acier, et puis 6 mois pour qu'il y ait une pompe à chaleur qui soit livrée dans les bâtiments. Et quand encore elle est bien livrée. Donc les savoir-faire spécifiques et le manque de personnel, là il est flagrant. Et quand on voit les plans qu'on a aujourd'hui, formation des nouveaux métiers, l'offensive de formation, 32 mesures des nouveaux CFC qui verront le jour qu'en 2025, 26, 27. La première filière Suisse Solar est réalisée aussi avec le groupe E. Elle va voir le jour que pour une petite partie, je crois qu'ils sont 15 ou 17, pour des solaristes. Donc tout ceci prend du temps et c'est structurel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact pour l'industrie immobilière? D'abord, c'est embouteillage sur les ressources. Nous, on a plein de clients qui lancent aujourd'hui des appels d'offres, entreprise totale, coût, qualité, délai en environnement habité, avec validation de la performance ou garantie de la performance après travaux. Et ils disent, faites-moi 10, 30 immeubles d'ici 2030. Mais aujourd'hui, on a eu des retours d'appels d'offres où il n'y a que 2 entreprises qui sont capables d'y répondre. Même en entreprise totale, même en entreprise générale, on a, même si on fait en lots séparés, comme on va voir, architecte, ingénieur et entreprise, on a aujourd'hui
même quand on n'a pas forcément pris conscience, mais certains fonds longs et de caisses de pension ou autres, eh bien on a embouteillage sur les ressources, même quand on lance des appels d'offres structurés. Donc augmentation des prix et des délais. Et ce qui est pernicieux, au-delà du greenwashing sur les indicateurs, c'est d'être obligé de faire ce qu'on appelle le chasse-neige. Vu qu'il y a embouteillage sur les ressources, ben on va décaler les rénovations des immeubles parce qu'on ne sait pas avec qui les faire, et on va créer de l'insatisfaction et du greenwashing structurel. C'est-à-dire que même, comme pour la foncière et bien d'autres, vous avez annoncé que vous allez décarboner à telle date, mais vous n'arrivez pas à faire le plan parce qu'il n'y a pas de ressources et puis qu'on décale. Et les gens qui ont fait de l'investissement d'impact en disant tiens, je vais vous aider dans vos feuilles de route de décarbonation, si on fait que faire le chasse-neige, on va dire mais attendez, vous aviez prévu que vous soyez à tel jour, à telle date, à tel niveau, vous ne l'êtes pas. Alors, on a monté un groupe de travail, avec Eforest, on a engagé un post-doctorant, on est 12 ou 13 sponsors, pour essayer de simuler cette valeur verte de l'immobilier dans la notion de DCF. L'idée étant de dire, est-ce que, si on propage ces risques et incertitudes de augmentation des prix de travaux, volatilité des prix de l'énergie, répercussions possibles ou pas possibles sur les loyers, etc., de voir est-ce que la valorisation du bien aujourd'hui de quelqu'un qui a déjà décarboné son portefeuille, qui a déjà rendu résilient son bâtiment, est-ce qu'il doit être surcoté, ou qu'un bâtiment qui n'a rien fait, qui attend la dernière limite pour dire « mais vous inquiétez pas, en 2050 j'y serai », mais qui a surpollué et qui n'a rien fait jusqu'en 2049, est-ce que lui, il ne doit pas avoir une décote sur son portefeuille? On n'a pas encore les résultats, mais au moins on se pose les questions par rapport à ça. Et donc, in fine, ne pas atteindre les objectifs de politique publique. Voilà. Donc, en guise de conclusion, on voit qu'il faut rajouter un défi à la transition énergétique. Évidemment, c'est d'ordre climatique et énergétique. On doit faire mieux, plus vite et à grande échelle. Mais le troisième défi, c'est le besoin de ressources matérielles, humaines et financières. Et ça, c'est un changement structurel. Il faut que nos élus et la société s'équipent pour anticiper, même si on a le plan, pour anticiper comment répondre à ce plan. Et tout ça, c'est du temps long. Parce que quand je discute avec certains politiques et puis que je leur dis, ben voilà, c'est le nombre d'équivalents plein temps de PME, PMI qu'il faut créer, et qu'on me répond, c'est les chômeurs longue durée et la formation continue, je dis, ben là, il y a un facteur 10 entre la demande et l'offre qui est là, et quand on prend ces nouveaux cycles de CFC, voire d'ingénieurs HES qui font des CAS en durabilité, etc., il n'y a que 10 inscrits, il n'y a 15 inscrits. Donc là, il faut marketer à fond et ces nouveaux métiers de la transition, et puis deuxièmement, que structurellement, on s'organise pour répondre à ça. Et donc, attention aux risques et impacts pour l'industrie immobilière en général et les objectifs de politique publique. Donc, on est dans un environnement contraint, on a des beaux défis qui peuvent créer richesse et emploi, mais on n'est pas structuré pour répondre. Voilà.